euh, comme je vous l'ai déjà dit, euh, à quoi? Eh bien, moi, je répondrai à ça que si jamais le personnage que vous décrivez porte un signe distinctif de son appartenance à la piraterie, vous pouvez être sûr que ce n'est pas un pirate. Parce que le but des pirates, c'était justement de ne pas se faire reconnaître. Sans ça, il risquait quelquefois la pendaison. Donc, le pirate, c'est un marin, donc il est habillé comme un marin, et il évite de porter quelconque signe comme une tête de mort ou autre signe distinctif qui pourrait justement dévoiler ce qu'il tente de cacher. Alors, non seulement au niveau des signes distinctifs, mais ce que le pirate tente de cacher, c'est encore bien d'autres choses. Il tente de cacher déjà sa véritable identité, le fait qu'il appartienne à un équipage de pirates. Il tente de cacher aussi euh, sur quel bateau il navigue ou de quel bateau il débarque. Il évite de dire de révéler quelques informations que ce soit. Alors vous imaginez bien, s'il s'agit d'un butin ou d'un trésor qui serait englouti au fond de je ne sais quelle mer, vous pensez bien que ça faisait partie de l'omerta, vous voyez. Et souvent, lors des escales, les marins se retrouvaient à la taverne. Et là, bah, à la taverne, ils s'adonnaient à de bien plus grands et bien plus nombreux plaisirs que ceux auxquels ils s'adonnaient à bord. Et donc, on les retrouve à la taverne, et parmi eux, ce sont des marins. Parmi eux, il y a des marins qui ne sont pas des pirates, ce sont des aventuriers ou des commerçants ou des pêcheurs. Et puis, il y a des marins qui ont eu une activité passagère dans la piraterie, parce que je vous signale je vous rappelle que être pirate ou la piraterie, c'est pas une fin en soi. C'est qu'un accident de parcours ou bien une volonté, mais sachant que ça dure jamais très longtemps. La carrière, en général, hein, la carrière moyenne d'un pirate, c'est 2 ans. Vous voyez? Bon, bien sûr, il y a des exceptions, hein. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, le pirate, il dit peu de choses. Il tente d'en révéler le moins possible. Cependant, à la taverne, après, une fois que la marée commence à monter, vous voyez, dans les verres, et voilà, il y a quelques grammes au compteur, eh bien, les langues se délient. Et quelquefois, moins on veut en dire, et plus on en révèle. Voilà, c'est le cas dans cette chanson, c'est ce qu'évoque cette chanson, donc, qui s'appelle Les Balivernes. Et c'est parti. Lundi soir, à la taverne, j'entends entre autres balivernes que le capitaine d'un brigantin, pirate recrute des marins. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Mardi soir, à la taverne, j'entends entre autres balivernes
que le Bosco de ce bateau est un tueur de matelots. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Mercredi soir, à la taverne, j'entends entre autres balivernes que faisant chasse à l'espagnol, ils prient redoublons et pistoles. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Jeudi soir, à la taverne, j'entends entre autres balivernes que le rescapé d'un naufrage a débarqué dans les parages. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Vendredi soir, à la taverne, j'entends entre autres balivernes que c'est un damné chien de mer courant pour la reine d'Angleterre. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Mais samedi soir, à la taverne, j'entends entre autres balivernes que dans la baie de Gunwallow, les fonds sont couverts de lingots. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Dimanche, la taverne fermée. Je crois pas tout ce qu'on m'a raconté. Mais un trésor est enterré, c'est paroles de vérité. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Je sais bien des choses que je ne dirai pas. Voilà, ça, c'est de la chanson de marin. Salut la compagnie, vous êtes en direct sur la chaîne de Philippe Leroux, le live des fous. Ici, nous parlons de tout, jamais de rien. Prêtez-nous vos oreilles, nous vous les rendrons. Voilà, eh bien, tant que j'y suis, je vais continuer donc la suite de mon exposé. Donc, Fukono, je te laisse le temps d'aller aux manettes, si c'est le cas d'ailleurs. Et je vais donc poursuivre cet exposé commencé hier. Je vous ai exposé le premier chapitre. Aujourd'hui, j'en étais donc au deuxième chapitre. L'exposé, je vous le rappelle, son titre, c'est La dynamique du capitalisme au XIVe, XVe et XVIIIe siècle. J'avais donc fait un résumé en prenant comme référence la période dite des grandes découvertes, même un peu avant d'ailleurs, au milieu donc du XVe siècle. Et j'avais donc évoqué les grandes découvertes donc, et le trafic maritime commercial associé. Et bien entendu, puisque l'on parle de trafic maritime commercial, du mode économique qui va avec, autrement dit du
capitalisme qui a pris plusieurs formes dans l'histoire et qui, à l'aube des grandes découvertes, va prendre une forme et une figure toute particulière et toute nouvelle. J'avais donc évoqué, fait un résumé sur les conséquences de ces grandes découvertes au travers de Christophe Colomb, mais aussi au travers de quelqu'un qui était déjà là-dessus avant lui, à savoir Henri le Navigateur, en cela qu'il a permis de franchir les horizons inconnus, les horizons maritimes inconnus. Et donc, j'avais donc fait un chapitre sur les grandes découvertes, en résumé, Henri le Navigateur, et là, j'en suis au chapitre où on continue dans la chronologie du temps et dans l'histoire, et nous étions rendus donc au XVIIIe siècle avec John Law, c'est-à-dire le système économique que John Law a mis en place euh, au, au Royaume de France. Alors John Law, il est né en avril 1671 et il meurt en mars 1729. Alors, il est né à Édimbourg, c'est un Écossais, et il décédera donc à Venise. John Law, c'est un aventurier, mais c'est aussi un banquier et un économiste. Comme je le disais, c'est donc lui l'inventeur de son propre système économique, puis ministre des Finances du Royaume de France, qui lui doit l'introduction du billet de banque et d'une des premières bourses au monde. Son idée économique est que l'argent est un moyen d'échange et ne constitue pas une richesse en soi. La richesse nationale dépend du commerce. Pour la France, il est le père de la finance et de l'utilisation du papier-monnaie à la place des espèces métalliques et des factures. Il est aussi je parle du commerce, il est aussi donc un acteur central de l'histoire des bourses de valeur pour avoir réalisé les premières grandes émissions. Alors, quand je dis je parle plus du commerce, je parle de John Law. John Law, donc, est un acteur central de l'histoire des bourses de valeur pour avoir réalisé les premières grandes émissions de titres. Le système de Law, imaginé donc par celui du même nom, en développant l'utilisation du papier-monnaie plutôt que d'espèces métalliques, et afin de faciliter le commerce et l'investissement, a été mis en place en France sous la régence de Philippe d'Orléans de 1716 à 1720 dans le but de liquider la dette laissée par Louis XIV. En effet, Louis XIV, ce qui caractérise la période de la monarchie absolue, sous Louis XIV, c'est les guerres. Il y a eu énormément de guerres sous Louis XIV. Les guerres coûtent extrêmement cher. Et non seulement ça coûtait cher, les guerres, mais en plus de ça, il faisait construire des palais, dont son fameux palais, entre autres, parce que Versailles. Et ça avait coûté énormément
d'argent au royaume de France. Et donc, à la mort de Louis XIV, sous la régence de Philippe d'Orléans, donc avant que Louis XV ne soit nommé roi, eh bien, c'est Philippe d'Orléans qui gérait le royaume de France. Et ben, Philippe d'Orléans donc, avait fait appel au service de John Law dans le but de liquider la dette laissée par Louis XIV et de remonter les finances du royaume de France. Alors, ce système économique créé par Law, donc la Banque Générale, société par action, va jusqu'à absorber l'activité coloniale française de sa société sœur, la Compagnie perpétuelle des Indes. À l'origine des premières grandes émissions de titres boursiers, le système de Law est une étape incontournable de l'histoire des bourses de valeur. La spéculation qui se joue sur les actions de différentes sociétés de Law va finalement en ruiner le système lorsque le cours retombe aussi vite qu'il est monté à la suite d'un mouvement de panique. Quand les actionnaires et porteurs de billets, à partir de juillet 1720, demandent subitement à récupérer leur or, les richesses coloniales ne sont pas encore arrivées et le numéraire fait défaut. Le système doit alors admettre sa banqueroute. Alors qu'il avait déjà tenté d'approcher le roi Louis XIV 10 ans plus tôt, John Law, donc, revient en France en 1714. Il est reçu par le duc d'Orléans, qui le recommande à Desmarets, le contrôleur général des finances. En septembre 1715, Louis XIV meurt et Louis XV étant encore enfant, le duc d'Orléans devint régent. Les finances du royaume sont alors dans un état désastreux après, comme je vous l'avais dit, des décennies de guerre sous Louis XIV. La dette s'élève alors à 2 milliards de livres, soit l'équivalent d'une dizaine d'années de recettes. C'est un record absolu. Le régent reçoit une nouvelle fois John Law et, convaincu par son fameux système, l'impose à ses conseillers Noailles, Rouillé et Amelot. Le 2 mai 1716, Law est autorisé par édit à créer une banque privée sur le modèle de la Banque d'Angleterre, écoutez bien, qui prend le nom de Banque Générale établie à Paris, rue Vivienne, dans une partie de l'ancien palais Mazarin. Donc ça, c'est l'étape qui caractérise la période du XVIIIe siècle avec le système économique de Law, John Law, qui a foutu en l'air l'économie du Royaume de France. On continue la chronologie de l'histoire. On passe à une période qui succède à celle de John Law, avec le personnage que je vais vous décrire toujours du XVIIIe siècle. Hein. C'est Adam Smith. Adam Smith, qui est né en 1723 et qui va décéder en 1790. Alors Adam Smith, c'est un philosophe et un économiste également écossais, qui fait partie du mouvement des Lumières. Le mouvement des Lumières qui est un prolongement du mouvement des humanistes du milieu du XVe siècle.
on va dire. Alors, Adam Smith, oui, pourquoi un philosophe? Parce que, en fait, le statut d'économiste, si vous préférez, il n'existait pas en tant que tel. L'économiste était inclus dans la philosophie. Comme bien d'autres matières qui ont été prélevées, la philosophie, enfin toutes les matières que contenait la philosophie, ces matières-là ont été segmentarisées pour sortir du statut à proprement parler de philosophie pour rentrer dans des cases différentes, dont l'économie. C'est-à-dire qu'avant, on ne disait pas un économiste, on disait un philosophe. Voilà. Et c'est plus tard, c'est donc à la période on va dire au début, au milieu du XVIIIe siècle, là, à l'époque de Adam Smith, qu'on va faire la distinction entre le philosophe et l'économiste, et que l'économie va devenir une matière à proprement parler, sortie de son cadre jusque-là admis, qui était celui de la philosophie. Voilà. Et donc, Adam Smith, il reste dans l'histoire comme le père des sciences économiques modernes. Alors, c'est pareil. Me semble-t-il que les sciences étaient aussi contenues dans les philosophies. Et des sciences, bien sûr, pareil, on a segmentarisé pour en faire des spécialités ou des spécialisations ou des particularités. Et donc, comme je vous le disais, Adam Smith reste donc dans l'histoire comme le père des sciences économiques modernes, dont l'œuvre principale, publiée en 1776, La richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Professeur de philosophie morale à l'université de Glasgow, il consacre 10 années de sa vie à ce texte qui inspire les grands économistes suivants, ceux que Karl Marx appellera les classiques et qui poseront les grands principes du libéralisme économique. Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations. Je cite Montesquieu. Montesquieu disait, j'ouvre les guillemets, aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes ou contraires. Celle de nos pères, celle de nos maîtres et celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées premières. Je vous laisse méditer ça. Et donc, de la période d'Adam Smith, où il va donc créer, si vous voulez, cette nouvelle approche du commerce, du capitalisme et de l'économie. N'oubliez pas qu'au départ, c'est un philosophe et qu'à un mode économique, il va y associer non pas une philosophie, mais une idéologie. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas le libéralisme économique. Hein. Ce terme-là, il est arrivé après, mais on comprend ce qu'on dit lorsqu'on parle de libéralisme économique. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'il était philosophe et qu'à l'économie, il y adjoint, non pas une philosophie, mais une idéologie, en cela qu'on l'appelle le libéralisme, et que le libéralisme, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas que économique. Puisqu'il relève d'une idéologie, il est donc également idéologique et, par extension, culturel. Donc, comme je vous le disais, voilà, donc il passe. C'est un philosophe, c'est aussi un économiste, donc il fait l'association des deux. J'en viens donc à l'étape suivante,
dans l'histoire. En même temps, je vérifie. Ouais, 12. On a encore 12. Ça va. C'est jouable. Voilà. Bah, je vais terminer, en fait, cet exposé avec ce dernier chapitre, où on arrive donc au siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières donc débute en principe au lendemain de la mort de Louis XIV, c'est-à-dire en 1715, et prend fin à l'avènement de la Révolution française en 1789. Alors, cette période que l'on appelle les Lumières, elle se caractérise d'une part par un fort mouvement de remise en question, ainsi que par l'établissement d'une plus grande tolérance, et d'autre part par l'affaiblissement de la monarchie, suivi de la fin de la suprématie française en Europe et du début de la prépondérance anglaise. Personnellement, je pense que la prépondérance anglaise était déjà là bien avant, puisque l'Angleterre avait déjà, euh, avait déjà établi des monopoles de route dans le commerce maritime, euh, et que par conséquent, il étendait son hégémonie sur le monde, et qu'on n'a pas attendu le début de la République et la fin de la monarchie pour constater que la prépondérance anglaise était déjà présente. Et donc, le siècle des Lumières, enfin, le siècle, ça n'a pas pris un siècle, hein, puisque je vous le dis, je vous le disais, ça n'a pris que quelques décennies, hein. Et donc, bah, des personnalités comme Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Franklin ont certainement marqué leur époque, de même que Frédéric II de Prusse, Lavoisier, Diderot ou encore Goethe. L'étape d'après, c'est donc une civilisation nouvelle. Au XVIIIe siècle, on assiste au commencement de... Enfin, l'histoire, voilà. L'histoire nous apprend que, parce qu'on peut toujours pas douter, mais amener des éléments qui peuvent amener la contradiction ou la nuance. Mais l'histoire nous dit qu'au XVIIIe siècle, on assista au commencement du capitalisme. Non, le capitalisme, il date déjà depuis l'âge préhistorique, mais au XVIIIe siècle, le capitalisme prend une forme nouvelle, prend une forme différente, en cela qu'il est financier et spéculatif. Donc ça, dès le XVIIIe siècle. Et parallèlement à ça, donc le développement du commerce, bien sûr, le début de l'industrialisation et un engouement pour les sciences, à la découverte de nouvelles techniques, à des inventions de toutes sortes et à l'amélioration de la médecine, ainsi qu'à l'adoption d'une meilleure alimentation. Par ailleurs, la société française s'ouvre aux influences extérieures, particulièrement à celles venant de l'Angleterre, devenue la première puissance mondiale. Ça, c'est ce que j'ai toujours pensé au regard de l'histoire, c'est que, je répète, hein, la société française s'ouvrit aux influences extérieures, particulièrement à celles venant de l'Angleterre, devenue la première puissance mondiale. Mais ça, c'est pas nouveau. Déjà, on peut observer ça déjà à partir de Hobbes.
à l'époque de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes qui a posé les bases d'une nouvelle anthropologie, d'un nouveau paradigme, en cela que il le développe dans son ouvrage Le Léviathan, en cela qui pose donc les bases de ce qu'il appelle le pacte social, ce pacte social qui fait de nous des êtres soumis à une puissance qui a le monopole de la violence, entre autres, sous prétexte que l'homme étant un loup pour l'homme, il lui faut un chef de meute de manière à protéger la meute des, justement, instincts de l'homme qui se révèle être un loup pour l'homme. Là-dessus, Jean-Jacques Rousseau arrive donc à la période des Lumières et lui établit une nuance, il établit le contrat social. Et dans le contrat social, il met la théorie de Hobbes, qui veut que on se soumet à un souverain en échange de sa protection, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Lui dit que l'homme ne n'est pas mauvais de nature. Il doit, en gros, hein, je résume, hein, il doit ses travers et ses vices à son conditionnement social, à son environnement extérieur. Voilà. Bon, tout ça pour expliquer que nous sommes sous l'influence de l'Angleterre depuis longtemps et dans bien des domaines. Là, je vous le disais, parce qu'après Hobbes, donc la France a suivi l'exemple de Hobbes. Il dit, tiens, ben, les Anglais ont fait ça, ouais, ben, on va faire pareil. Pour avoir le pouvoir, on va faire pareil. Donc, il y a eu Hobbes. Après Hobbes, il y a eu John Locke aussi, qui a posé des bases aussi concernant les lois écrites par les marchands, hein, les lois du commerce, le trafic maritime et l'économie, etc. Donc, après a suivi Adam Smith. Mais tout ça, c'est des Anglais ou des Écossais. Et la France a toujours suivi l'exemple des Britanniques parce qu'ils étaient influencés par leurs philosophes, par leurs intellectuels, par leur élite savante. Et en fait, la France n'a pas été originale. De même que la Révolution française. Hein, eh bien, la Révolution française, c'est encore une copie de la Révolution en Angleterre qui a eu lieu presque un siècle avant la Révolution française. Il y a eu déjà une révolution anglaise. Et vous voyez, bah, les Français, les Anglais ont fait ça, pareil, on va faire pareil. Voyez. Donc, ça, c'est pour vous dire aussi que on est sous l'influence britannique depuis très longtemps et que c'est encore le cas actuellement. Et vous avez beau chercher, oui, vous avez beau constater que effectivement je n'aime pas prendre un adjectif possessif, mais je dis comment les gens s'expriment en général, où ils mettent des adjectifs possessifs partout, nos SDF, nos forces de l'ordre, nos dirigeants, notre président, nos ministres, etc. Non, enfin bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, les chefs d'État, les hommes, pas que les chefs d'État, mais en politique ou en économie, les personnalités les plus influentes, eh bien, sont elles-mêmes des pions. Macron, c'est un pion aussi, on l'a dit. C'est voilà, le pion d'un banquier. Regardez l'origine, en tout cas la langue courante de ceux qui ont mis Macron comme pion au pouvoir.
l'Angleterre, les Britanniques sont toujours là, sont toujours présents. Il y a toujours une, une domination britannique. Vous voyez. Et quand on revendique notre souveraineté nationale, en l'occurrence, ou entre autres, si vous préférez, eh bien, lorsqu'on revendique notre souveraineté, n'oubliez pas que, quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, quoi, euh, peu importe le mode de gouvernance, de modèle politique que vous choisissez, n'oubliez jamais ça, c'est qu'il vous faudra faire avec cette réalité-là qui est l'hégémonie de l'Angleterre sur le monde. C'est une puissance mondiale, la première puissance mondiale. Et qu'ils seront toujours plus haut dans la hiérarchie, hein, dans l'échiquier hein, de ce jeu-là, hein, dans la hiérarchie, dans la pyramide, ils seront toujours plus haut parce que, justement, ils ont exercé leur domination sur le monde. Et que si vous voulez votre souveraineté, si vous voulez engager un combat contre ce modèle économique mondialisé, eh bien, il vous faudra faire tomber la puissance commerciale, maritime et même, je dirais, culturelle de l'économie culturelle et idéologique de l'Empire britannique. Je parle bien de l'Empire britannique. Et ça, c'est fondamental. Et donc, je conclurai donc ce chapitre en vous disant que le parlementarisme et le libéralisme anglais attirèrent l'attention, de même que la guerre de l'indépendance américaine, ce qui permit l'acquisition d'un nouveau vocabulaire. N'oubliez pas que la guerre, on est dans une guerre mondiale, la guerre, elle est au niveau du vocabulaire, entre autres. Hein. Et donc, parallèlement, le développement de la presse fut à la fois la conséquence et la cause de cette curiosité générale, ainsi que de la contestation qui se répandait graduellement dans la société. Voilà. Ceci étant dit, ce chapitre est clos, l'exposé ne l'est pas. Prochainement, alors ce sera probablement pas aujourd'hui, il y a peu de chances pour que ça se fasse, mais demain, pourquoi pas. La suite de cet exposé avec justement ce que j'évoquais là dernièrement, la guerre des mots. Chapitre très intéressant au demeurant. Donc, notez bien ça. Je vous invite pour la suite de l'exposé, donc pour la suite du programme, une prochaine émission. Je vous dis probablement demain. Donc, le nouveau chapitre sera la guerre des mots.